En fait, on a vu plein de canaux, tout à l'heure, le search, l'emailing, la géologue, les réseaux sociaux. Là, on a la chance d'avoir 4 speakers qui en fait traitent de canaux qui sont un peu nouveaux, même s'ils ont à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Un peu hétérogène, c'est ce qui va faire aussi la richesse du débat, je crois. Mais en réalité, un responsable de communication est toujours devant des canaux hétérogènes devant lui. Mais cela dit, ils ont quelque chose quand même en commun, c'est qu'ils sont pas mal dans la nouveauté. Et je pense que la nouveauté, en fait, est un ingrédient essentiel dans le digital, parce qu'il y a du nouveau en permanence. Et on parlait tout à l'heure de vitesse, tu parlais tout à l'heure de vitesse. En fait, je pense qu'un devoir pour quelqu'un qui s'intéresse sur le digital, c'est de voir ce qui est nouveau et ce qui marche. Tout ce qui est nouveau n'est pas bon, mais il y a des choses dans la nouveauté qui sont très utiles. Voilà, pourquoi la nouveauté? Parce que la nouveauté, c'est les nouveaux utilisateurs. C'est une façon de payer moins cher. Nous, on avait avec Raphaël, on était spécialisé, bien sponsorisé. Je vais vous dire, c'était pas cher d'acheter bien sponsorisé il y a 10 ans. Aujourd'hui, il faut avoir de gros budget. Donc c'est certainement la même chose qui se passe sur les choses dont on va parler. Et moi, je m'arrête là. Maintenant, c'est pour ça que c'est toujours plus sympa de faire une table ronde, c'est qu'on fait travailler les autres. Et donc, je vais vous demander d'abord de vous présenter à nouveau. Présentez-vous votre parcours, votre métier, et déjà bien expliquer votre métier, parce que déjà, bien comprendre ce que vous faites, c'est sans doute la moitié du chemin sur vos différents canaux. Donc, toujours honneur, mesdames, Isabelle, je te laisse commencer ta présentation. Des jours de la galanterie, c'est pas génial. Ok, je commence. Bonjour à tous, donc je m'appelle Isabelle Rougol, je suis éditrice de LinkedIn, réseau social professionnel qui compte 7 millions de membres en France depuis hier, et 260, quelque chose comme ça dans le monde. Alors, mon parcours, je suis journaliste de formation et toujours. J'ai commencé dans la bonne vieille presse papier qui tâche les doigts, d'abord aux États-Unis et puis au Cambodge comme reporter, où j'ai un peu découvert le monde des ONG. Je suis ensuite passée au Figaro et j'ai rejoint LinkedIn en 2012 et le monde du digital à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis donc éditrice partie d'une petite équipe de journalistes au sein de LinkedIn. Nous nous occupons des contenus éditoriaux sur le site, donc à la fois une curation d'actualité, des articles d'actualité qui vont passer sur notre réseau, donc qui se fait par un mélange d'algorithmes et d'êtres humains. Et puis les contenus originaux qui sont créés sur LinkedIn par un certain nombre de leaders d'opinion du monde de l'entreprise et également du monde des ONG. On en a un certain nombre qui un peu tiennent un blog sur LinkedIn et vont partager leurs expériences professionnelles et leurs connaissances avec les membres de LinkedIn. D'accord. Alexandre, peut-être en 2 mots, ce que ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Mon parcours, en fait, je ne suis pas pour vous parler de tout mon parcours, mais disons que je vais parler de la partie plus intéressante, qui est, il y a 10 ans, on a fondé TDMIS avec mon associé Antoine, et qui est en soi un grand parcours, puisqu'on a fait beaucoup de choses, mais pour résumer, on est une agence, on était au départ une agence de marketing direct, en faisant beaucoup d'emailing, et on s'est transformé dans les 3 dernières années dans une société qui fait une plateforme qui fait ce qu'on appelle de l'email marketing, du recyclage, du ciblage et du recyclage comportemental. Donc notre canal c'est l'email, et en fait on utilise l'email qu'on associe avec des comportements. D'accord. Joël, en 2 mots. Bonjour, mon nom est Joël Robineau. Mon parcours, c'est une trentaine d'années chez IBM, leader mondial d'informatique, où j'étais dans différentes fonctions, essentiellement sur les 10 dernières années aux États-Unis, où je m'occupais d'une gamme de produits à New York pendant plusieurs années, puis directeur du marketing d'IBM France et vice-président du marketing d'IBM Europe. Donc je suis vraiment dans le marketing. Et j'ai quitté IBM il y a 2 ans pour monter une entreprise qui s'appelle HappyCube, qui est spécialisée sur la big data, donc les volumes massifs de données, pour la dimension marketing. Donc essayer de venir trouver à l'intérieur de ces masses de données qui existent sur Internet des informations qui vont permettre aux directions marketing d'en extraire de la valeur. Ok. Et pour finir, Pierre. Bonjour, Pierre Janico.
Moi, je viens d'abord du monde associatif. J'ai créé une association qui s'appelle Chirop et qui a déjà entre 15 et 29 ans malade de cancer à se projeter dans l'avenir. C'est une association que j'ai créée quand j'étais à l'ESSEC. En sortant de l'ESSEC, cette association s'était pas mal développée et je me suis intéressé au développement des réseaux, ce qui m'a amené à créer un premier cabinet de conseil en innovation et en collaboration, où j'ai découvert un peu ce que des gens appellent aujourd'hui l'intelligence horizontale et pas l'intelligence verticale, l'intelligence connective aussi, on peut dire ça comme ça, faire des liens, et c'est ce qui transparaît sûrement dans The Give. The Give, ça a 1 an, puisque ça a été lancé le 21 janvier 2013. Et The Give a commencé avec un petit bouton, le premier bouton qui permettait de diffuser le don un peu partout sur Internet, chez les e-commerçants pour pouvoir arrondir son achat, chez les médias pour pouvoir donner en lien avec l'article qu'on vient de lire, sur l'intranet des entreprises pour permettre de faire bref, toutes sortes de choses pour aller partout sur Internet et faire des partenariats. Voilà, faire des partenariats entre tous les acteurs, les associations et tous les autres acteurs. Ok. Bon, alors je rappelle la thématique de la table ronde, c'est comment bien communiquer et si possible pas cher, comment dépenser mieux. Je pense qu'on peut commencer avec toi, Joël, sur la data, parce que c'est peut-être ce qui est le moins évident aujourd'hui, peut-être plus compliqué. En quoi la data peut aider à bien communiquer? Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et l'apport de la data dans tout ça? D'accord, alors c'est pas compliqué la data, c'est simple et c'est riche. C'est simple et c'est riche. Je vais essayer de démystifier tout ça. Je vais vous donner quelques chiffres peut-être pour vous aider à mieux visualiser le tsunami qui est en train de se passer. Si on regarde l'ensemble des données qui ont été créées depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, donc depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des données qui ont été créées, 90% de ces données ont été créées sur les 2 dernières années. Donc énormément de data sur les 2 dernières années. Maintenant, si vous regardez ces data, 75% de ces data ont été créés par des humains, 25% par des machines. Ça va changer. En quelques années, les machines vont générer de plus en plus de data. Globalement, les humains vont être limités, je dirais, en termes d'évolution. Et il va y avoir de plus en plus de data. Si on regarde également à l'intérieur de l'ensemble de ces données, moins de 2% de ces données aujourd'hui sont analysées. Donc, si je remets tout ça en perspective, de plus en plus de données, énormément de données, 400 millions de tweets par jour, 1 milliard de likes, je ne sais plus combien de vues sur YouTube, etc., etc. Donc énormément de data, énormément de personnes qui s'expriment, puisque ce sont 75% des humains qui donnent leur avis en disant j'aime, j'aime pas, et qui en plus ont la gentillesse de dire je suis un homme, une femme, je suis localisé à tel endroit. Et à partir de toutes ces datas aujourd'hui qui sont pas analysées, nous ce qu'on fait dans notre environnement, dans notre société, c'est d'aller d'abord capter l'ensemble de ces informations, parce qu'il y a une donnée qui est extrêmement importante, c'est que vous êtes dans la communication aussi. Il y a 3 espaces de communication. Il y a un espace qui est complètement maîtrisé, qui est globalement votre site web, sur lequel vous allez faire une communication, qui est plutôt un monologue, vous allez communiquer une information à vos adhérents, et vous allez gérer 100% de cette communication, vous la maîtrisez totalement. Ensuite, il y a un espace qui est semi-maîtrisé, un petit peu plus grand, qui est l'espace de dialogue. Vous avez un blog, un forum de discussion, une page Facebook, vous allez dialoguer, vous allez pouvoir monitorer finalement cette information. Puis ensuite, il y a tout le reste d'Internet, que moi j'appelle l'espace subi, où là, il y a des personnes qui vont venir s'exprimer sur vous, sur votre entreprise, sur votre société, sur vos actions, sur vos concurrents. Et globalement, vous allez être confronté à 2 problèmes. Premièrement, vous allez capter l'ensemble de ces informations qui se trouvent sur Internet au sens large. Et deuxièmement, dans l'extraire de la valeur. Nous, on est positionné dans ce domaine qui est d'aller chercher l'ensemble de ces informations et ensuite de la distiller pour pouvoir en extraire de la valeur et la donner ou la vendre à des entreprises ou à des associations pour qu'à partir de là, ils puissent savoir qui parle de quel sujet, comment, etc. Je vous donne juste un petit exemple de ce que les technologies sont aujourd'hui capables de faire. Et la technologie que nous utilisons a une 40aine de brevets en analyse sémantique, taxonomie, matrice d'affinité, etc. Imaginez une phrase sur un blog qui dise j'ai acheté un sac Vuitton à mon épouse, elle adore, mais la serrure vient de casser.
Bon, le logiciel, simplement à partir de cette phrase, va être capable de dire d'abord, j'ai marqué je suis à Paris, donc il va savoir que vous êtes localisé à Paris, que vous êtes un homme et que vous êtes marié, puisque vous avez dit à votre épouse. Il va détecter qu'il y a une marque, un Vuitton, il va détecter qu'il y a une opinion positive sur la marque et une opinion négative sur le produit. Donc il va détecter 6 informations. Maintenant, vous multipliez cette opération par 500 millions de phrases, vous allez récupérer sur les blogs, des forums, etc. Et les technologies qu'on emploie aujourd'hui vont être capables de traiter l'ensemble de ce big data et de ressortir une base de données de connaissances, par exemple des personnes qui donnent dans vos associations, comprendre si ce sont des hommes, des femmes, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils aiment, par rapport à quelle thématique, est-ce que c'est le soir, le matin, etc. Alors, je vous laisse imaginer les capacités de ces informations, qui, je veux le préciser, sont des informations publiques. Ce ne sont pas des informations privées. Alors, vous savez les questions sur la RSA, tout ça. Est-ce que tu travailles pour la MSA où est-ce que tu les trouves, enfin, Alors, où est-ce qu'on les trouve? On a nos propres, ce qu'on appelle des crawlers, c'est-à-dire ce sont des outils qui vont aller chercher sur Internet des informations. Mais essentiellement, on est abonné à des fournisseurs de données. Il faut savoir que quand on regarde la chaîne de la valeur, il y a vous, moi, qui créons une information, qui met des posts sur nos blogs, forums, Twitter, etc. Dans la chaîne de la valeur, il y a des personnes qui récupèrent cette information et qui la commercialisent. Ce sont des sociétés comme Board Reader, GNIP, Algorina, tout ça. Ensuite, il y a ceux qui la mettent en forme et qui vont sortir des tableaux avec vous avez gagné tant de followers, vous avez perdu tant de tweets par rapport à hier. Après, il y a ceux qui sont dans le social media analytique. Donc là, on n'est plus dans le quanti, mais vraiment dans le quali. C'est un petit peu comme si, vous avez tous entendu parler de Médiamétrie, il dit il y a tant de téléspectateurs qui regardent la télé, nous on va vous dire ce qu'ils pensaient de l'émission, puisqu'ils vont en parler. Donc on analyse la perception des personnes. Et puis ensuite, il y a la dernière partie, la partie analytique avec les data scientists. On parle beaucoup des data scientists. Ce sont des personnes qui sont capables de faire parler la data, en mode du storytelling. C'est-à-dire qu'ils sont capables de passer de la donnée à de l'insight, de l'information. Avoir un camembert avec des 30% part de marché ou quoi que ce soit, c'est intéressant, mais pouvoir en déduire qu'à partir de là, c'est plutôt des hommes, des femmes, il vaut mieux mettre de la pub sur Boursorama ou sur je ne sais quel site. Des actions marketing, voilà, tirer de l'insight, ça c'est le métier sur lequel on est positionné. Donc la data, on va l'acheter chez les fournisseurs de données, c'est essentiellement des Américains, mais on a des partenariats avec des sociétés comme eBuzzing, par exemple en France, qui indexe 2 millions de blogs en Europe, sur lesquels on a cherché de l'information très spécialisée sur la France. C'est impressionnant, c'est très compliqué. Tout à l'heure, on parlait un petit peu opérationnellement comment en fait c'est accessible et exploitable, parce que ça l'est. Moi, je ne travaillais pas, mais ici. Alors, peut-être que, merci pour ces précisions. Peut-être qu'on va un peu continuer dans le domaine de la data pour prolonger le débat. Et Alexandre, te passer la parole sur ton métier, qui est une image data marketing et qui est donc pas mal, j'imagine, axé sur la data aussi. Comment ça se passe toi, quel est ton métier? Qu'est-ce que tu apportes Absolument, mais on a la continuité de l'intervention précédente. Nous aussi, on est dans cette logique de big data. L'idée pour nous, c'est de comprendre les comportements des gens sur Internet et d'être capable de les cibler, de les recibler par email en fonction de leur comportement. C'est-à-dire que nous, ce qui ne nous intéresse pas, c'est savoir qui vous êtes, savoir si vous êtes un homme ou une femme, ou quel âge vous avez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui vous intéresse à l'instant T. Donc, aujourd'hui, vous cherchez quoi, vous avez envie de quoi, vous recherchez quoi. Et donc, nous, l'idée, c'est d'utiliser votre comportement, alors soit sur votre propre site internet, c'est-à-dire que vous allez surfer sur votre site et donc vous avez, quelque part, par navigation, envoyer des signaux sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous êtes en train de faire, soit sur de tonnes de sites. Donc, on a aujourd'hui, en partenariat, une centaine de sites médias qui, grosso modo, peut-être la plupart des médias français là-dessus, sur lesquels on va remonter des informations et qui vont nous permettre de définir des comportements. Et à partir de ces comportements-là, de définir une intention. Alors ça peut être une intention d'achat, mais ça peut être aussi une intention de donner, qu'on va repérer en fonction effectivement de votre comportement. Alors là, ce qui ne nous intéresse pas dans ce cas-là, c'est effectivement de savoir si vous êtes un homme ou une femme, mais vous êtes en train vous avez envie de donner, vous n'avez pas envie de donner, vous avez envie d'acheter, vous n'avez pas envie d'acheter. Et on utilise cette information-là pour vous envoyer un message pertinent au moment, quasiment en temps réel, c'est ce qu'on appelle ça le live retargeting, c'est-à-dire quasiment instantanément,
sur ce qui nous intéresse. Donc, au lieu de, on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des bases de listing très très larges, on envoyait, on arrosait finalement d'emails, on envoyait beaucoup d'emails, en disant bah, finalement, in fine, il y a les gens qui sont intéressés se reconnaîtront, ils iront, ils passeront, et du coup, on arrivera à la transformation comme ça. Nous, on a pris le problème à l'envers en disant le spamming, ça finit par avoir des effets, une espèce de cercle vicieux dans lequel finalement vous envoyez de plus en plus d'emails parce que plus vous envoyez d'emails, moins les gens ouvrent, donc moins les gens ouvrent, plus vous envoyez d'emails parce que vous avez besoin d'avoir des gens qui viennent sur votre site. Donc ça devient un cercle vicieux. Nous, on a pris le problème à l'envers en disant on va envoyer un email qu'aux gens qui ont montré une intention, qui sont intéressés par ça. Du coup, on en envoie beaucoup moins, on envoie même pas 1% des emails de ce que font les gens qui envoient beaucoup d'emails, mais on n'envoie que aux gens qui sont intéressés, qui sont potentiellement intéressés par l'offre. Donc c'est une utilisation en fait, du big data, dans une utilisation très pratique, donc tout très vertical, c'est sur l'email. Alors on fait à peu près la même chose que notre hôte aujourd'hui, qui s'appelle Criteo et qui fait ça en display, c'est-à-dire en affichage publicitaire. Nous on fait ça dans un email. Et alors un email a un intérêt, c'est que vous pouvez avoir un vrai message marketing. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment discuter, vous pouvez vraiment dire des choses, vous pouvez vraiment expliquer dans un email, parce que vous avez une surface, une dimension qui permet d'expliquer des choses, c'est plus difficile dans une manière. Et donc ça rend ce canal hyper efficace, c'est un des canaux les plus efficaces pour nos clients d'acquisition de trafic qu'ils ont. Et donc cette technique, cette technologie qu'on a mis en place, c'est donc une application pragmatique du big data de façon verticale, eh bien, elle est disponible pour les sites marchands, mais elle peut être aussi disponible évidemment pour les associations. Moi, j'ai déjà l'avantage au-delà du coup, c'est le côté pertinent et pas abusif. Et je pense que quand on développe une cause, c'est important d'avoir une communication propre. Enfin, c'est vrai que tout marketeur fait une communication, mais déjà il y a ce lien nécessaire. Exactement, on envoie un email, on n'envoie pas 50. Donc du coup, ça réduit très très fortement le nombre d'emails, ceux qui sont beaucoup plus pertinents à la bonne personne au moment. Oui, volontiers. Sur la question de l'email, à la différence du display, il y a l'opt-in qui se pose. Comment est-ce que vous récupérez l'adresse email? En fait, on a à peu près une cinquantaine de bases de données partenaires avec lesquelles on travaille, des bases de données comme Prisma par exemple, des bases de données qui nous sont dans notre système. Et du coup, nous, on place un cookie sur l'adresse email de la personne, en fait, quand elle ouvre un email. Nous, on n'a pas les adresses. Les adresses, elles restent sur la propriété de Prisma. Et à un moment donné, quand on va trouver un comportement qui intéresse la société qui veut acheter ce comportement, à ce moment-là, on va interroger la base de Prisma et on va leur demander, on va leur dire, est-ce que cette personne-là qui a un numéro anonyme, moi je ne conserve que des informations anonymes, donc W4555, qui est-ce que elle est toujours dans votre base? À ce moment-là, ils vont vous envoyer l'adresse email de cette personne qui a été opt-in chez Prisma pour pouvoir envoyer l'information à la personne. Ok, alors on va passer de la data au contenu et aux réseaux sociaux à une donc, ancienne journaliste qui est loin de la data, mais en fait toujours journaliste, on est toujours. Mais donc peut-être loin de la data, mais pas tant que ça, parce que LinkedIn c'est aussi un coffre-fort de data extraordinaire. Donc ton métier aujourd'hui, on connaît, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais tu es aussi membre de LinkedIn for Good, qui est en fait le fond, la fondation de LinkedIn. Tu es membre du comité Europe, EMEA. Donc c'est intéressant en termes d'approche. Donc, tu as la parole. Oui, je suis effectivement depuis peu membre de ce comité. Donc en fait, je peux vous parler juste très brièvement de LinkedIn. Je ne sais pas si vous êtes tous forcément familiers du site. Donc c'est un réseau social professionnel avec pour mission, pour objectif de connecter les professionnels du monde entier pour leur ouvrir des opportunités qu'ils n'auraient pas forcément connues autrement, et donc d'aider les gens à se développer professionnellement, développer leur carrière, développer leurs entreprises, et avec, parce qu'on est dans la Silicon Valley et qu'on veut changer le monde, vraiment un objectif de créer des opportunités économiques pour tout le monde. Donc c'est la vision, si vous voulez, à quelques décennies de l'entreprise.
Et donc, du coup, j'ai cette double casquette à la fois du contenu et depuis peu membre du comité européen de la fondation LinkedIn for Good, qui cherche à diffuser toutes les compétences et tous les pouvoirs qui existent au sein de l'entreprise, au service des communautés dans lesquelles on travaille. Et voilà, système de bourse de bénévolat, enfin plein de choses. Juste un mot, comment ça fonctionne, tu me le décrivais tout à l'heure. Il y a un abondement de LinkedIn pour les salariés chez vous. Voilà, alors c'est essentiellement ces différents programmes, notamment un programme de bourse. On encourage nos employés à soutenir les causes auxquelles ils croient et à soutenir les organisations auxquelles ils croient. Par exemple, moi j'ai pu récemment faire gagner une bourse de 10 000 $ à une entreprise sociale fabuleuse dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Simplon à Montreuil, qui enseigne le code et encourage les jeunes à l'entrepreneuriat, notamment des populations qui sont sous-représentées dans la haute technologie. Donc voilà, donc j'ai pu les sponsoriser et on a distribué 50 bourses de 10 000 $ à des organisations auxquelles les employés de LinkedIn croient. Et on fait ça 2 à 3 fois par an. Et puis aussi du bénévolat de nos employés dans leur secteur de compétences. Il me semble que LinkedIn cherche des associations. Oui, effectivement. Alors il y a un truc hyper concret, mais par exemple, chaque employé de LinkedIn, pour Noël, chaque année, on leur offre une annonce sur le site à donner à l'organisation de son choix qui cherche à embaucher quelqu'un ou qui cherche des bénévoles. C'est tout bête, mais il y a 4800 employés dans le monde qui ont le pouvoir de faire ce cadeau-là à n'importe quelle organisation. Et bien figurez-vous que j'ai pas réussi à donner la mienne cette année parce que je me retrouve une association qui répond pas. Enfin, donc vraiment, si ça vous intéresse, parlez-moi. Et plus généralement, parce que je suis pas là non plus pour faire la pub de LinkedIn, c'est très très fréquent dans les grands groupes qu'il y ait ce genre de programme, de fondation ou de pouvoir qu'on donne aux employés et qui sont largement sous-utilisés. Donc ce serait trop bête de les laisser passer. Oui, je me suis dit en parlant, c'est dommage de repasser cette info. Absolument. Et si on revient au ton métier de base, qui est, je dirais, le social media, le contenu, voilà. C'est quoi les points principaux quand on vient communiquer là-dessus? Donc, social media et contenu. Donc, mon expertise à moi elle est vraiment plus dans le qualitatif et dans l'éditorial et dans comment animer une communauté. Je suis absolument fascinée par ce qui se raconte sur la big data, mais je me connais beaucoup moins. Même si évidemment on l'utilise aussi pour informer nos décisions. Si je peux vous parler un peu peut-être de la manière de communiquer pour une association sur les réseaux sociaux, moi il y a 3 axes que je conseille systématiquement. D'être présent, ça paraît bête, mais il faut commencer par là. Donc choisir les canaux qui vous conviennent. Ça peut être LinkedIn, ça peut en être d'autres, évidemment, Facebook, évidemment, Twitter. En fonction des gens que vous cherchez à cibler, évidemment, comme dans toute stratégie de communication, il faut commencer par savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut. Si l'objectif c'est le don, évidemment, alors par exemple chez LinkedIn, vous avez l'avantage d'avoir une population avec un assez fort pouvoir d'achat et assez éduquée, enfin assez qualifiée. Vous allez avoir d'autres réseaux qui vont avoir peut-être une population plus jeune que vous cherchez à toucher. Enfin, voilà, faut qualifier de cette manière-là. Être pertinent. Alors ça, c'est mon grand dada sur le contenu. Souvent, on a envie de parler, on a envie de lancer son message. On se dit, moi j'ai envie de parler de telle action que je mène, j'ai envie de parler de telle cause qui, pour moi, compte énormément. Et on ne prend pas un peu de recul en se demandant, mais qu'est-ce que les gens en face ont envie d'entendre? Et en général, c'est un peu comme une soirée, vous allez être face à quelqu'un qui ne parle que de lui, ou qui ne parle que de sa boîte, qui ne parle que de son assoce. C'est souvent pour tout le monde. Et donc quand on fait du bon contenu, on ne parle pas de soi, on ne parle pas de son association, on parle de son sujet. Donc votre sujet, c'est la faim, les enfants, l'éducation, voilà. N'hésitez pas à aller partager un article d'une autre association qui est dans le même domaine mais qui a écrit un truc fascinant, de parler d'un sujet sur lequel vous ne faites pas la moindre, collection de dons ou quoi que ce soit, vous n'avez pas la moindre action, c'est juste un sujet qui est dans votre domaine et qui est intéressant. C'est comme ça que vous êtes la personne vers qui on va
ou l'organisation vers qui on va quand on a envie d'apprendre des choses sur ce sujet-là. Parce que on ne se balade pas forcément, je pense, sur le net en disant tiens, aujourd'hui j'ai envie de donner, je vais chercher. On se balade sur le net en disant j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de découvrir. Et de cette manière-là, on arrive à vous. Et de cette manière-là, on va donner. Et mon troisième dada, c'est être authentique. C'est-à-dire qu'on a encore parfois beaucoup une communication qui est un peu institutionnelle, dans le ton, qui est un peu... on a l'impression de se retrouver face à un communiqué de presse. Et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup passer dans ma vie des communiqués de presse, et c'est rarement fun. Le web, c'est très... désolée, je vais faire du franglais, mais casual, c'est personnel, c'est une communauté... on se prend pas trop... Informel, merci, Candace. Et donc, voilà, il est important d'avoir une communication qui vous ressemble, de trouver un ton qui soit personnel. Évidemment, si vous n'avez pas le clown de la classe, c'est pas la peine de faire semblant, mais voilà, d'avoir un ton qui marche, et surtout qui est honnête, qui est authentique. Si vous faites une bourde, c'est pas grave, on en fait tous sur le web, on en fait 15 fois par jour. Soyez, voilà, on la met, ok, on a fait une bourde, désolé, hop, on passe au truc suivant, quoi. Surtout pas être sur le défensif. Ok, on voit que les approches sont différentes, mais en réalité, il y a quelque chose en commun, c'est ce que j'entends, moi, c'est le qualitatif. Que ce soit de la data, que ce soit du contenu humain, j'ai envie de dire. Peut-être pour finir ce grand tour de perspective des métiers, puis je pense qu'on commence à avoir de bons insights. Pierre, peut-être que tu peux nous dire comment fonctionne ta société, puis je dirais ton secteur, de manière générale, le concours social qui donne. Voilà, comment ça fonctionne. Ok, effectivement, on a une spécificité, un point commun, c'est qu'on est des entreprises techno et a priori innovantes. Moi j'ai une petite différence, c'est que je suis un peu un industriel du secteur associatif, il faut le dire, donc je suis pas là pour faire du commercial de The Give, donc peut-être plus que parler du fonctionnement de The Give, il y a Christine d'ailleurs, qui c'est son anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire Christine, qui pourra vous en parler, mais donc, moi je peux vous parler de l'offre en tant que telle, mais peut-être de parti pris qui peuvent vous être utiles, en tout cas qui nous sont utiles aujourd'hui pour proposer The Give. Le premier parti pris, c'est user first, l'utilisateur d'abord. C'est-à-dire que pour fonder The Give, on s'est dit d'abord qu'il faut regarder l'utilisateur. Et l'utilisateur, a priori, effectivement, quand il est sur le web, il se fout totalement de données, il ne cherche pas à donner, à part les 2 derniers jours de l'année fiscale. J'insiste, The Give, c'est clair pour tout le monde. Oui. J'ai décrit succinctement tout à l'heure, donc je vais le redire. On a créé d'abord un bouton qui se met partout sur Internet et qui permet de créer des liens entre un moment donné où vous êtes sur Internet, un usage, vous êtes en train de découvrir quelque chose sur Internet et utiliser l'émotion ou ce qui se passe sur Internet pour vous faire donner. Donc c'est un petit bouton comme le like, avec The Give qui se met partout, qui permet de donner, et qui est relié, comme dans beaucoup de cas, dans ces boutons, à un espace donateur, à un espace personnel, sur lequel vous allez retrouver tous vos petits reçus fiscaux, de tous vos petits micro-dons ou vos grands dons. Vous allez retrouver des nouvelles de ce qui se passe avec votre argent, et cet espace va beaucoup évoluer en 2014, on pourra en reparler. Donc la première chose, c'est qu'on a beaucoup observé l'utilisateur. L'utilisateur qui ne veut pas donner, à la limite, même le mot de don est peut-être problématique pour lui. On le voit dans les sites de crowdfunding qui marchent bien sur les jeunes générations, alors qu'ils n'arrêtent pas de donner sur les sites de crowdfunding, mais ils ne veulent pas donner sur les sites d'associations. Regardez l'utilisateur, c'est le fait qu'avoir un espace donateur dans chacune de mes associations, ça m'emmerde. En revanche, avoir un seul espace, comme j'ai des boîtes mail, ça m'intéresse, etc. Être sur-sollicité, ça ne m'intéresse pas. Enfin, tous les problèmes que les associations ont. Mais en tout cas, c'est les problèmes d'abord de l'utilisateur qui nous intéressaient. La deuxième chose, c'était, venant du monde associatif et ensuite du monde de l'innovation, c'était, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut qu'effectivement, tout le monde l'a dit, je crois, il faut tester, je crois que vous entendez ça depuis ce matin. Ça prend énormément de temps. Donc le deuxième parti pris, c'est de se dire, on doit nous faire l'investissement à la place des associations pour prendre ce temps de tester.
Voilà. La troisième chose, c'est dépasser les frontières. Tout à l'heure, tu parlais de ce potentiel, par exemple des collaborateurs qui étaient sous-exploités, mais il y a un potentiel de clients qui est sous-exploité et qui pourrait être hyper intéressé par vos causes. Souvent, je fais cet exercice quand on est dans les universités, de demander à chacun, dans la dernière expérience de don de moi-même, en bénévolat ou d'argent, ou de crowdfunding, ce que vous voulez, quoi, dans cette expérience, est-ce que vous pouvez mettre un mot sur une émotion? Et à chaque fois, l'émotion est positive. Donc c'est dire le potentiel énorme qu'il y a pour une marque privée de travailler avec une association. Mais comment faire ce co-branding intelligent? Là aussi, il y a besoin de temps. Et puis la quatrième chose, c'était, le parti pris, c'était de vraiment se doter d'outils technologiques très très innovants. On travaille, alors pas avec vous, mais en tout cas dans le domaine de la sémantique, la data avec Exaïc par exemple, ou dans d'autres domaines, parce que ce domaine ne doit pas échapper aux associations. Alors maintenant, je vais être très concret. Alors, excellente transition. Parce qu'on est un peu en retard, mais pas à cause de nous, en partie. Je propose qu'on montre un peu plus en concret, très concrètement, comment ça fonctionne, quels sont les budgets, quels résultats on peut attendre de ça. Donc, tu es sur ta lancée, donc je te laisse continuer là-dessus. Alors, je donne un exemple très concret. Donc c'était juste avant Noël, bien avant les échéances fiscales, tout début du mois de décembre, le site La Fourchette, site de réservation en ligne de table de resto, qui a proposé à son audience de faire un projet tous ensemble. Donc à toute sa communauté, de dire voilà, on va faire tous un projet. Vous allez sur La Fourchette parce que vous pouvez vous réserver un resto. Nous, on vous propose, tous ensemble, puisque on peut tous se payer un resto, d'en payer pour des gens à Noël qui ne peuvent pas se le payer. Voilà. Je rappelle, je veux juste dire d'ailleurs que l'association qui proposait ce projet était inconnue au bataillon. Donc c'est pas une histoire de marque, hein, c'est une histoire vraiment de communauté, de cible. Donc on a proposé une histoire à cette cible qui est en phase avec cette cible. Et en 6 jours, il y a 1000 clients, prospects, visiteurs de La Fourchette qui ont participé, avec des dates de naissance, parce qu'on a cette donnée-là, extrêmement basses. Inutile de rappeler que, il faut rappeler que La Fourchette a des clients qui sont pas spécialement jeunes, en tout cas, pas les plus. En fait, c'est pas caractéristique pile de leur. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on a commencé sur cet exemple très concret d'un partenariat entre une marque et une association, ce qu'on peut retenir, c'est que pour la marque, il y a des énormes bénéfices, et des bénéfices évidemment, en branding et en transformation. Quand on a 1000 personnes de sa communauté qui en 6 jours se mobilisent pour soutenir un projet, il y a ce qu'on a appelé un POC, mais pour Proof of Community. C'est-à-dire en fait finalement les fans, je ne sais pas trop ce que c'est sur Facebook, mais en tout cas les fans qui sont des hackers sur The Deal et qui donnent, c'est intéressant pour moi. En transformation aussi, parce que vous pouvez réactiver les 15 secondes pour conclure. 20 secondes, on est vachement content d'être là, voilà. Et on est là en fait pour tester et retester des partenariats intelligents entre des marques et des associations. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus pour que ça soit encore une fois cohérent, intelligent. Voilà. Alors, j'accélère. On va rattraper le retard dans un monde TGV. Joël, moi, ça m'intéresse de savoir très concrètement comment est-ce qu'on peut exposer la data, est-ce que c'est simple, combien ça coûte, combien ça rapporte éventuellement. Voilà, quelques mots. Alors, ça dépend des usages, mais je vais redire une évidence. Vous savez que sur Internet, le temps ne s'écoule pas, il s'accumule. Donc, comme il s'accumule, on va pouvoir remonter dans le temps et retourner quelques années en arrière, par exemple, et puis regarder ou prendre une photo à l'instant T de ce que les gens disent de vous, pensent de vous, et pouvoir regarder un film et une évolution. Et donc, il y a des offres. Alors, je vais prendre 2 exemples d'offres. Une première type d'offre qui s'appelle, par exemple, une empreinte sociale, qui va vous permettre de venir analyser en utilisant ces nombreuses informations, donc les big data qui existent sur Internet. On va capter des informations dans un univers. Donc, ce ne sont pas des mots-clés, c'est vraiment un univers autour de votre marque ou autour de votre sujet de prédilection. Et venir à l'intérieur de cet univers faire toute une analyse, alors bien évidemment les genres,
savoir où est-ce que les gens s'expriment, à quel moment ils s'expriment, mais également quels sont leurs univers au sens large, c'est-à-dire pas simplement sur le sujet, mais se rendre compte que par exemple les gens qui s'intéressent à Action contre la faim sont également intéressés par le sujet du football et qui discutent sur artwork.fr et sur Doctissimo, qui sont plutôt des femmes, j'ai entre 25 et 35 ans, etc. À partir du moment où vous comprenez mieux l'univers des personnes qui s'intéressent à votre marque ou à votre domaine, vous allez pouvoir, et où ils s'expriment, et quels sont les éléments sémantiques qu'ils utilisent pour s'exprimer, vous allez pouvoir beaucoup mieux les adresser. Par exemple, je pense que c'est très complémentaire avec ce que Alexandre a présenté tout à l'heure, avoir une meilleure capacité à les exprimer. Si on doit citer des prix, on est moins de 10 cas, on est à 7-8 cas, quoi, hein. Voilà, pour une étude, une première étude comme ça. Deuxième manière d'utiliser, par exemple, ces flux d'informations, c'est pour faire... je vais prendre un exemple très concret. Vous savez que le site de Pôle emploi est un super site qui a été récompensé pour son design, etc. Il se trouve que le community manager de Pôle emploi a tweeté un jour Pôle emploi, le site préféré des Français. Bon, en termes de communication, ce n'était pas super pertinent. Ça partait d'un bon sentiment, mais ce n'était pas très pertinent. Et donc, du coup, il y a eu un Pôle emploi bashing sur Internet. Avec ce genre de technologie, vous avez la possibilité de définir par exemple des seuils d'alerte, que ce soit sur des mots-clés ou que ce soit sur des seuils, par exemple, d'une centaine de tweets par jour. Si vous passez à 150, vous allez recevoir automatiquement des SMS, des mails d'alerte. On vous dit attention, il se passe quelque chose, il faut aller bien le regarder. Donc dans la gestion de crise, anticipation de crise, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis pour vous, en tant qu'association, vous avez besoin de faire de la visibilité, de vous faire connaître. Ça peut être pertinent, que ce soit par cette gestion de crise ou l'offre que je vous ai parlé auparavant, qui est l'emploi social, de bien connaître finalement les éléments qui sont intéressants, par exemple l'huile de palme, hein, vous voyez à qui je fais référence, mais vous allez pouvoir actionner peut-être un élément qui est important aux yeux des gens, qui va vous permettre de récupérer la visibilité. Voilà. Donc, et là, on est sur des offres à nouveau à moins de 10 cas. C'est vraiment très rapide, hein, comme les jeux qu'on voilà. Non, mais pour 7 cas, on a accès à ce monde fabuleux et qui divers, très complexe. Mais encore quelque chose. Je voudrais quand même préciser un point, hein, c'est que le positionnement quand même chez Apicube, c'est pas simplement de travailler sur le quanti, de travailler, de sortir des calendriers, etc. Parce que ça, c'est que du traitement de masse de données, gérer c'est un Excel sur stéroïdes, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est pas la data, c'est l'insight. C'est ce que vous allez en déduire. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est data, insight, action. C'est-à-dire, on a de la donnée, on en déduit de l'information, la valeur ajoutée, et on traduit en ça en action. C'est ça. Alors, vous affichez parce que j'ai une pression énorme dans le dos. Il va y avoir 2 tableaux rondes en même temps. Alors, on va essayer de bien finir, et donc un peu synthétiquement. Alors, je pense que sur toi, Alexandre, c'est directement opérationnel. Moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de comprendre, par exemple, pour 5 000 €, quel trafic on a généré, quel retour on a généré, c'est quoi les 2-3 étapes, est-ce que c'est compliqué, s'il faut embaucher quelqu'un pour faire ça. Donc on a 2 produits très rapide, s'il te plaît. Hyper rapide. On a 2 produits qui peuvent correspondre à vos besoins. Le premier, ça s'appelle Internet Targeting. Le principe, c'est de recibler les gens qui sont venus sur votre site, donc visiter votre site, mais qui n'ont pas fait le tour. Donc là, le principe, c'est pour vous, la chose que vous allez faire, c'est déposer un tag. Alors il y a quand même une opération à faire. Vous déposez un tag sur votre site qui va nous permettre, nous, de repérer les gens qui passent sur votre site et qui ne font pas de dons. Et nous, à partir du moment où ils passent sur le site et qu'ils ne font pas de dons, on peut leur envoyer un email en disant bonjour, en leur précisant et leur proposant de faire un don. Donc là, on va travailler sur le comportement des gens sur votre site. Et ça s'appelle du reciblage. Et on fait aussi du ciblage comportemental. Donc là, pour le coup, on va se baser sur tous les sites médias et on va pouvoir segmenter en fonction de mots-clés qui vous intéressent, de sujets qui vous intéressent, de causes qui peuvent vous intéresser. Et à ce moment-là, on va cibler les gens qui sont intéressés par ces causes-là. Donc on est un peu dans le même principe que monsieur. Donc on va repérer de façon sémantique un certain nombre de mots-clés ou de comportements et on va pouvoir recibler. Alors, 2 exemples pratiques par rapport à ça. Par exemple, vous avez un séisme ou quelque chose comme ça, vous avez les gens, vous allez pouvoir envoyer un email pour faire un don autour de la sauvegarde des gens
qui sont victimes de ce séisme, ou des gens qui sont intéressés par la petite enfance ou par des problématiques donc proches de votre communauté. Donc on va repérer les comportements des gens qui sont susceptibles de donner parce qu'ils sont intéressés par les sujets qui vont amener un don, comme disait Isabelle, sur le fait de dire qu'il faut parler de son sujet. Et bien là, c'est la même chose. L'idée, c'est de dire, eh bien, nous allons recibler les gens qui lisent, qui parlent, qui écoutent, qui lisent les choses sur vos sujets. Et donc voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour 5 000 euros? Pour 5 000 euros, en médias et marketing, donc ce deuxième produit-là, on peut envoyer 700 000 emails à des gens qui ont eu le comportement que vous souhaitez, c'est-à-dire qui ont été intéressés par les sujets que vous souhaitez sur tout notre réseau d'éditeurs. Et là, on a grosso modo, la moyenne, c'est 20% de taux d'ouverture et 20% de taux de clic sur ces emails-là. Donc on a vraiment un très bon taux d'ouverture, un très bon taux de clic. Pourquoi? Parce qu'on cible vraiment les gens qui sont intéressés maintenant. 5 000 euros, 20%, ça fait 140 000 personnes qui voient au minimum. Après, c'est déjà un point important, communication, qui voient de manière pertinente un appel au don. Exactement. Ok, alors Isabelle, toi, qu'est-ce que tu ajouterais sur les bonnes pratiques? Peut-être, est-ce que tu as en tête des cas? C'est tout ça en 3 secondes. Je vais mettre tous mes mots de la fin auxquels j'ai pensé en 10 secondes. D'abord, moi je vous donne pas 8K, je vous donne pas 5K. Enfin, oui, il y a des choses qui se vendent sur les réseaux sociaux, mais d'abord vous commencez par tout ce qui est disponible gratuitement, il y en a énormément. Déjà, vous avez une bonne, forte présence Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, si vous voulez. Et déjà, il y a de quoi s'occuper. Avec littéralement une poignée d'euros, vous pouvez commencer à acheter des statuts sponsorisés pour éventuellement essayer d'atteindre un public un peu plus large. Il ne faut pas pleurer. Le moins vous voulez dépenser d'argent, le plus il faut vous habituer à dépenser du temps. On ne fait pas du jour au lendemain une communauté sur les médias sociaux, surtout si on la commence aujourd'hui dans un monde qui est certes très social, mais aussi il y a déjà énormément de choses qui existent. Et ensuite, il y a aussi le fameux buzz qui ne coûte absolument rien. Il n'y a pas une recette magique pour faire un truc viral, mais en même temps, si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Hein, c'est comme au loto. Je crois que Blue pourrait nous. Voilà. Et alors, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure et il m'a dit que vous étiez dans la salle et je trouve ça super. Bloom qui donc. C'est passé, c'est pas super grand. Qui a fait une BD donc sur la pêche en eau profonde, qui s'est retrouvée vraisemblablement sur tous vos feeds Facebook. Qui m'a fait signer une pétition pour la première fois depuis des années. Ma mère a signé, j'en ai vu partout. Enfin, je ne sais pas si on a le temps de les faire. Non. Bon. Par exemple, c'est fascinant. Ou tout bête, un refuge pour animaux en Californie qui a fait une live cam, une webcam de tous les petits chats qu'ils avaient adoptés. Et on sait tous qu'Internet adore les chats. Je peux vous dire que alors moi, dans mon équipe au bureau, ça circulait et tout le monde était. Vous pouviez par Twitter dire allez caresser le petit roux, faites un gros plan sur celui qui dort à côté de la cheminée. Enfin, ça a cartonné et ça leur coûte une webcam et un peu de bande passante. Des choses simples et dernier mot. Mot de la fin. Pierre a parlé d'émotion. C'est vraiment la clé d'une communication réussie sur Internet et l'émotion, ça ne coûte rien. Vous avez, en tant qu'association de cause, un truc que toutes les entreprises du monde se battent pour avoir. C'est un storytelling qui est évident, qui est là. Vous avez des histoires magnifiques à raconter. Le truc que toutes les entreprises cherchent, c'est quelle histoire raconter sur soi. Vous les avez toutes les histoires. Donc la moitié du chemin est faite. Ok, on a encore plein de choses à dire, mais c'est bien, parfois les frustrer, c'est vraiment bien qu'on veut discuter. Donc merci à vous. Moi je retiens 2 mots sur le Technique Data. On va ensemble sur Internet, c'est incroyable, et ça permet de bien communiquer. Merci à vous.